Dans cette vidéo, nous allons étudier le chômage, tout d'abord ça, ou plutôt ses définitions, son évolution et ses causes, de manière simplifiée pour les causes. Alors, qu'est-ce qu'un chômeur et qu'est-ce que le taux de chômage? Donc déjà, on rappelle que dans la population active, il y a d'un côté la population active occupée, autrement dit les individus qui exercent une activité professionnelle rémunérée, et d'un autre côté, nous avons la population active inoccupée, en l'occurrence les chômeurs. Et c'est ce point-là qui nous intéresse. Alors, en fait, on a deux définitions de chômage. Tout dépend si l'on se place du point de vue de l'INSEE, d'après les recommandations du Bureau international du travail, ou si l'on se place du point de vue de Pôle emploi. Du point de vue de l'INSEE, en fait, il y a des enquêtes trimestrielles qui sont effectuées. Pour être considéré statistiquement comme un chômeur, il ne faut pas avoir travaillé durant la semaine de référence, il faut rechercher activement un emploi, et il faut être disponible dans les 15 jours. D'après la définition de Pôle emploi, donc, qui établit des statistiques mensuelles du chômage, alors il faut savoir que Pôle emploi distingue plusieurs catégories de chômeurs. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les chômeurs de la catégorie A. Eh bien, pour être qualifié de chômeur au sens de Pôle emploi, il ne faut pas avoir travaillé durant le mois de référence et il faut rechercher activement un emploi. On a bien présent à l'esprit qu'un chômeur est considéré comme un actif. Le taux de chômage, quant à lui, est une proportion, il s'exprime donc en pourcentage, c'est la proportion de chômeurs dans la population active, et mathématiquement, cela s'obtient en faisant le nombre de chômeurs divisé par le nombre d'actifs, le tout multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Alors, comment a évolué le taux de chômage en France? En fait, le taux de chômage, il évolue au gré des variations, des fluctuations de l'activité économique. Si l'on regarde le graphique suivant, on voit par exemple que à la fin des années 70, le chômage a fortement augmenté. On rappelle, historiquement parlant, la décennie donc 70, c'est le double choc pétrolier. On remarque également que depuis 2007-2008, le taux de chômage a beaucoup augmenté. 2007-2008, c'est en fait le début de la crise des subprimes. Inversement, si on regarde la fin des années 90, on voit que le chômage a largement diminué. Donc en fait, dès l'instant où l'on a des périodes soit de crise économique ou des périodes éventuellement de boom, on parlera dans ce cas-là d'expansion, et bien en fait, cela aura directement un impact sur le nombre de chômeurs. Alors, comment on peut analyser le chômage? Alors en fait, ce que l'on peut faire, c'est comparer le chômage à une maladie. Une maladie que l'on va pouvoir en fait guérir, on l'espère, soit en optant pour un traitement keynésien, soit en optant pour un traitement libéral. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Eh bien en fait, les causes seront différentes en fonction du point de vue. Si l'on a un point de vue keynésien du chômage, on considérera que le chômage s'explique par une insuffisance de la demande effective. La demande effective, c'est tout simplement le niveau des biens de consommation et des biens d'équipement auxquels s'attendent les chefs d'entreprise. Plus simplement, ça va être le niveau de consommation et d'investissement qu'anticipent les chefs d'entreprise. Alors, si les chefs d'entreprise anticipent justement un niveau de consommation et d'investissement faible, ils vont ajuster leur production en fait en conséquence, donc ils ne vont pas produire beaucoup. Mais s'ils ne produisent pas beaucoup, il y aura peu de création d'emplois, il y aura même des destructions d'emplois. Donc finalement, on va aboutir à une hausse du chômage. Alors, ça c'est ce que Keynes appelait l'équilibre de sous-emploi. C'est le fait que d'un côté, sur le marché des biens, en fait, on va avoir une situation équilibrée. En fait, la demande sur le marché des biens se situe à un niveau très faible. Il n'y a pas beaucoup de consommation, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Donc, les entreprises vont ajuster l'offre à ce faible niveau de demande. Donc, faible niveau de demande, faible niveau d'offre. Et par conséquent, pour que le niveau d'offre soit faible, il va falloir peu embaucher, voire éventuellement licencier. Et c'est là que l'on va arriver à un déséquilibre sur le marché du travail, puisque l'offre de travail qui provient des ménages sera supérieure à la demande de travail qui provient des entreprises. Donc on voit bien que dans l'explication keynésienne du chômage, la maladie chômage, elle s'explique en fait surtout par le fait que la demande effective est insuffisante. Si l'on opte pour une vision dite libérale, cette fois-ci on considère que le chômage s'explique par le fait que le coût du travail est trop élevé.
Or, je rappelle que le coût du travail, c'est le salaire, donc salaire net, implicitement, que perçoit le salarié en fait sur son compte, en début ou en fin de mois. Donc c'est le salaire net, plus les cotisations sociales salariales, plus les cotisations sociales patronales, auxquelles on peut également rajouter différents coûts, tels que les coûts d'embauche et les coûts de licenciement. Eh bien, si le coût du travail est trop élevé, les entreprises ne seront pas incitées à embaucher, car en fait, cela va leur coûter trop cher par rapport à ce que cela va leur rapporter. En théorie économique, on dira que le coût marginal du travail est supérieur à la productivité marginale du travail. Autrement dit, si on traduit en français simple, le coût marginal du travail, c'est juste en fait ce que cela va coûter à l'entreprise d'embaucher un travailleur supplémentaire, et la productivité marginale du travail, c'est ce que va rapporter à l'entreprise l'embauche d'un travailleur supplémentaire. Eh bien, si ce que coûte pour l'entreprise un travailleur supplémentaire est plus élevé que ce qu'il rapporte à l'entreprise en termes de richesse, l'entreprise n'a pas envie d'embaucher. Et le problème, c'est que si le coût du travail est élevé, il y a une plus grande probabilité pour que ce que rapporte le travailleur supplémentaire à l'entreprise ne soit pas suffisamment élevé. Donc finalement, que l'entreprise perde de l'argent. Donc elle ne va pas embaucher. Risque de chômage. Alors ce qui est intéressant quand on compare en fait ces deux théories, on voit quand on se place du côté de l'explication keynésienne qu'on a une approche par la demande, demande effective, demande de consommation, demande d'investissement, et quand on se place du côté de l'explication libérale, on remarque que l'on se place plutôt du côté de l'offre, autrement dit plus du côté des entreprises. Alors en fonction du diagnostic de la maladie et surtout en fonction des causes de celle-ci, on aura bien évidemment des remèdes, des médicaments qui seront différents. Si l'on se place, bien évidemment, du point de vue keynésien, pour diminuer le chômage, pour résorber le chômage, il faudra tout simplement stimuler la demande effective, qui, je le rappelle, est la demande anticipée par les chefs d'entreprise. Comment stimuler, comment dynamiser la demande effective? En stimulant la consommation des ménages, en poussant les ménages à consommer. Comment on peut les pousser à consommer? Par exemple, c'est là que l'on va voir l'intervention des pouvoirs publics qui vont décider d'augmenter les prestations sociales, de baisser les impôts, d'augmenter le salaire minimum. L'objectif va être d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages pour qu'ils puissent consommer davantage. On peut également stimuler l'investissement des entreprises et des ménages. Par exemple, en baissant les taux d'intérêt pour inciter ces agents économiques à s'endetter. On peut aussi baisser le niveau de certains impôts et de certaines cotisations sociales pour que les entreprises voient le coût du travail diminuer et ce faisant donc qu'elles puissent avoir davantage de possibilités de baisser leurs prix et ainsi donc de redonner du pouvoir d'achat encore aux ménages. On peut également bien évidemment se placer au niveau des investissements publics en mettant en place une politique de grands travaux. Dans tous les cas, que ce soit plus de consommation au niveau des ménages, plus d'investissements, que ce soit des investissements des entreprises, des investissements des ménages, des investissements publics, quand je dis public, donc ce sont des investissements effectués par l'État, par les pouvoirs publics, et bien en fait dans tous les cas, on se rend compte que cela va augmenter la production. Et s'il y a augmentation de la production, donc il devrait y avoir des créations d'emplois et dans une certaine mesure, une baisse du chômage. Si l'on se place maintenant du point de vue libéral, on va donner un traitement qui est conforme au diagnostic de l'analyse libérale. On rappelle, le diagnostic de l'analyse libérale, c'est le coût du travail est trop élevé, donc les entreprises n'embauchent pas, donc il y a du chômage. Et on va tout simplement jouer sur le coût du travail. Il faut donc permettre une baisse des salaires et inciter les entreprises à embaucher. Comment? Tout simplement, par exemple, en baissant le poids des cotisations sociales et des prestations sociales. Si on baisse le poids des cotisations sociales, en fait, ça baissera le coût du travail. Ça incitera donc les entreprises à plus facilement embaucher. Si on baisse le niveau des prestations sociales, cela va finalement désinciter certains individus à percevoir des prestations sociales parce qu'elles seront plus faibles, et inversement, ça va les inciter à trouver un travail. Mais trouver un travail à un niveau de salaire plus faible. Puisqu'en fait, dans l'analyse libérale, les salaires sont flexibles à la hausse comme à la baisse. Il faut donc permettre aux salaires de pouvoir diminuer. Et donc, bien évidemment, le fait de diminuer les prestations sociales, ça sera une incitation qui poussera les individus, justement, à aller travailler, même si c'est un salaire moindre.
Il faut baisser le poids des syndicats, parce que les syndicats ont souvent pour habitude de revendiquer des hausses de salaire. Or, ces hausses de salaire, comme on l'a vu dans l'analyse libérale, sont préjudiciables, bien évidemment, puisque finalement, elles ne vont pas inciter les entreprises à embaucher. Alléger le droit du travail, il faut que les entreprises puissent plus facilement embaucher et licencier. Si on simplifie les formalités administratives, qu'on fluidifie le marché du travail, les entreprises embaucheront plus facilement. Ça semble assez contre-intuitif, mais en fait, dès l'instant où une entreprise se dit qu'elle peut licencier plus facilement, elle sera davantage incitée à embaucher plus facilement. On peut même aller jusqu'à supprimer le salaire minimum, parce que finalement, le salaire minimum a été mis en place pour aider les individus qui avaient un faible niveau de formation. Il constitue une réserve de pouvoir d'achat pour ces individus qui sont faiblement formés. Or, vu que le salaire minimum est trop élevé par rapport à la productivité de ces individus, finalement, beaucoup d'entreprises ne sont pas incitées à embaucher des personnes peu qualifiées. D'une certaine manière, on peut dire que le salaire minimum s'est retourné contre les individus qu'il était censé protéger. Donc finalement, en mettant tout cela en place, cela devrait permettre d'inciter les entreprises à embaucher et donc de contribuer à une diminution du chômage.